Présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Bonjour. Bonjour. Toujours un plaisir de vous avoir. Merci d'être avec nous. Plaisir partagé. Alors, on est quasiment à la veille du second tour des élections législatives françaises. Est-ce que vous êtes inquiet ou pas que par l'issue de ces élections législatives qui, d'après les sondages, devraient déboucher, on va laisser les Français voter, mais d'après les sondages qui ne sont pas trompés jusqu'à présent, sur une majorité relative pour le RN, ou peut-être, on ne sait pas, une majorité absolue pour le RN? Écoutez, d'abord, j'ai été horriblement inquiet s'agissant du premier tour, parce que les deux programmes que nous avions, les deux programmes extrêmes, étaient extraordinairement dangereux, et si jamais ils avaient été suivis, nous étions dans une situation réellement catastrophique. Alors, maintenant, c'est l'épreuve de vérité. Il me semble qu'il est improbable que l'une ou l'autre des deux grandes forces extrêmes puisse avoir une majorité absolue. Ce n'est pas peut-être tout à fait exclu, ce qui serait réellement catastrophique s'agissant du Front National. Au total, si vous voulez, nous sommes un pays qui donne dans le monde et en Europe une image extrême elle-même. Je ne vois aucun autre pays qui se trouverait dans cette situation de division entre l'extrême droite et une gauche qui a été extraordinairement influencée par la partie extrême de la gauche. Après, sur le RN, c'est vrai que beaucoup de promesses ont été polies, différées, passées à la trappe. Ça reste malgré tout pour vous, d'un point de vue économique, un saut dans l'inconnu, parce qu'il y a toujours une forme de brouillard autour de leur programme. Pour moi, il est évident que c'est un saut dans l'inconnu, c'est un saut dans l'inconnu politique. Et je m'exprime aussi en tant que citoyen. Et c'est un saut dans l'inconnu économique. Ils veulent respecter les trajectoires, une trajectoire budgétaire, ils veulent respecter les 3%, enfin revenir vers les 3%, ils veulent... Oui, mais ce que je vois, moi, dans les décisions qui ont été avancées et qui ont séduit apparemment un très grand nombre de nos concitoyens, je voyais une augmentation des dépenses à échéance de 3 ans de l'ordre de 15 milliards d'euros, ce qui est totalement impossible à proprement parler, parce que nous sommes déjà à la limite extrême de ce qui est aujourd'hui possible. J'insiste sur le fait que nous n'avons aucune marge de manœuvre, d'aucune sorte. Si je compare la situation actuelle à celle que nous avons connue en 81 du siècle précédent, où il y a eu en effet des décisions incroyablement audacieuses dont nous payons encore le prix aujourd'hui accessoirement. L'âge de la retraite était de 65 ans, il est passé en 81 à 60 et nous ne sommes pas encore sortis de ce piège alors que tous nos partenaires, évidemment, sont au-dessus de 65, à 65 ou au-dessus de 65. Donc il y a là des possibilités de dérapage non contrôlé terribles, me semble-t-il, mais en 81, nous étions à 21% d'encours de dette en proportion du produit intérieur brut, nous sommes à 111. Ouais. Nous étions à moins 0,1%. Donc zéro, quoi. Le déficit annuel, nous sommes à 5,5%. Bref, nous sommes dans une situation où nous n'avons aucune marge de manœuvre. Et toute perte de compétitivité, et il y a des pertes de compétitivité dans les deux programmes, on parle surtout évidemment maintenant du programme du Front National, car le programme du nouveau Front Populaire paraît très improbable, parce que la majorité absolue paraît très improbable, mais c'est encore possible pour le programme du Front Populaire, et c'est la raison pour laquelle il est légitime de se concentrer, si vous voulez, sur les inconvénients majeurs, les défauts majeurs, non seulement politiques, mais aussi économiques de ce programme. Mais malgré, encore une fois, toutes les promesses économiques qui ont été faites, quel que soit le gouvernement qui sortira ou pas de ce scrutin, il devra faire des économies. Ou alors ce sera le bras de fer avec les marchés financiers et ou avec la Commission européenne? On a aussi l'exemple de 81, on promet la Lune, on donne la Lune pendant 1 an et demi à peu près, et ensuite on fait évidemment ce qu'il faut faire pour éviter la catastrophe absolue. Alors, il faut toujours, évidemment, ne pas mentir immédiatement aux Français. On ne peut pas arriver au pouvoir en ayant promis la Lune et ne rien faire. Ça, c'est impossible, la nature humaine ne le permet pas, et la politique non plus. Donc, a priori, il faut avoir un programme aussi sage que possible quand on arrive au pouvoir. Ce que d'autres pays ont fait. La gauche allemande a eu son Bad Godesberg et elle était social-démocrate, effectivement. Elle a été raisonnable. Elle ne s'est pas payé les dérapages à la française. Le dérapage que nous avons possible en face de nous est d'une autre nature. Ce n'est pas un dérapage de gauche extrême, c'est un dérapage de droite extrême. Mais également horriblement dangereux.
Les marchés, en tout cas, semblent, quand on regarde le CAC 40, soulagés post-premier tour. Ça vous surprend de voir que finalement, le spread entre le Bund et l'OAT français est redescendu à 75 points de base, il était à 85. Le CAC 40 est à 7700 points, il a remonté un petit peu. C'est un calme qui est trompeur? D'abord, bien entendu, comme la plupart des observateurs pensaient que l'un des programmes extrêmes pouvait avoir la majorité absolue, on a eu une sorte de soulagement, un soupir de soulagement assez considérable lorsqu'on a vu que c'était quand même beaucoup moins probable qu'on ne le pensait. Et au moment où nous parlons, je ne suis pas très étonné, si vous voulez, qu'il y ait une relaxation, par exemple, des marchés financiers de la bourse. Mais quand je compare les spreads, vous venez d'évoquer les spreads, et je compare ce qui est comparable, c'est-à-dire le spread français actuel au spread espagnol, par exemple, ou au spread portugais, je vois que nous nous trouvons dans ce paquet-là maintenant. Donc la France s'endette à peine moins cher que l'Espagne et au même prix, au même taux que le Portugal. Et c'est vrai que ça, c'est du quasi jamais vu, non? Ben, il me semble, oui, il me semble que c'est ça qu'il faut quand même méditer. Parce que nous étions à peu près au niveau de l'Allemagne au moment de Lehman Brothers. Ce n'est pas tellement étonnant. Nous avions à l'époque exactement le même encours de dette en proportion du PIB que les Allemands. 64% du produit intérieur brut. Donc nous étions vis-à-vis des épargnants du monde entier, des investisseurs et des épargnants du monde entier, et aussi d'Europe et naturellement de notre propre pays, dans une situation qui était objectivement une situation de relative sagesse, puisque nous étions au niveau de l'Allemagne. Maintenant, nous sommes à un niveau horriblement supérieur à celui de l'Allemagne, pour des raisons diverses, mais qui toutes, si vous voulez, nous placent dans une situation de vulnérabilité. Nous sommes beaucoup plus vulnérables que nous ne l'étions, évidemment, en 80. Nous sommes beaucoup plus vulnérables que nous ne l'étions au moment de Lehman Brothers, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons aucune marge de manœuvre, me semble-t-il. Le bloc du centre lui-même n'a fait aucune promesse extravagante, naturellement. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, évidemment, il n'y a pas photo, si je puis dire, entre les deux autres programmes et celui-là. Ceci dit, la situation est évidemment très très difficile et ce sont nos concitoyens qui sont les souverains. Ouais. Et donc il faut qu'en tant que souverains, après avoir longuement médité en âme et conscience, ils prennent la décision qui s'imposera. Ouais. Les marchés semblent s'accommoder d'un Parlement divisé. Les marchés sont évidemment habitués à des parlements divisés. La France semble être le seul pays pratiquement avec l'Angleterre jusqu'à une période assez récente. C'est le scrutin, une uninominale à deux tours. Le scrutin uninominal à un tour anglais provoque évidemment des parlements qui normalement ont une majorité formidablement amplifiée par ce mode de scrutin. Chez nous, l'idée est que la normale, c'est qu'on ait une majorité absolue pour, disons, le parti du président. C'est ça la norme française. Clairement, nous ne sommes pas du tout dans ce cas-là. Et je pense personnellement, en tant que citoyen, qu'effectivement, nous avons probablement besoin de passer à la proportionnelle. Il y a eu énormément de réticences pour passer à la proportionnelle. Elle a été promise à de nombreuses reprises. À dose homéopathique. Jamais exécutée. De manière intégrale. Réellement. Jamais exécutée réellement, bien sûr. Les Allemands, comme vous le savez, sont proportionnels absolument intégrales. Ouais. Ce qui pousse à la coalition et à l'entente, évidemment. Ce qui oblige, c'est pas notre culture. Dans des pays qui sont divers, et nous sommes tous dans des pays divers, où les cultures ne sont pas les mêmes, où les gens ont des positions différentes, légitimement différentes, évidemment, vous êtes obligés à la négociation d'une coalition de gouvernement. Jean-Claude Trichet, la réalité, c'est quand on regarde le taux à 10 ans français, il n'y a pas le feu au lac, il n'y a pas péril dans la demeure, on est à autour de 3,3% pour le 10 ans français, il n'y a pas de tension pour le moment. Écoutez, moi, encore une fois, je compare ce qui est comparable. Vous comparez ce que font les investisseurs du monde entier aux autres signatures. On compare des signatures. Pas dans l'absolu, en relatif. On compare des signatures. Ouais. Êtes-vous au-dessus, en termes de spread, ou en dessous de tel ou tel autre pays? Et là, on est à 75 points de base. Et là, nous sommes dans une situation... C'est dramatique, 75 points de base? Non, rien n'est dramatique, tout est rattrapable. Mais si nous sommes négligents,
alors oui, j'ai moi-même, si vous voulez, connu une période avant Lehman Brothers où tout le monde était tranquille, tout le monde dormait tranquillement. Et moi-même, d'ailleurs, je rappelais à l'ensemble des ministres des Finances de la zone euro qu'ils devaient faire attention parce qu'il y avait des dérapages non contrôlés, à la fois sur les finances publiques et sur la compétitivité. Tout est allé bien jusqu'à Lehman Brothers. À Lehman Brothers, on a eu, au bout d'un moment, comme vous le savez, 5 pays qui se sont trouvés en situation dramatique. Ouais. J'ai dû écrire moi-même au Premier ministre italien et au Premier ministre espagnol, M. Zapatero dans un cas et M. Berlusconi dans l'autre, pour leur dire « Vous êtes attaqués dans des conditions extraordinairement difficiles, nous allons faire ce que nous pensons devoir faire pour vous défendre, mais c'est vous qui êtes les responsables de votre propre signature. Prenez les décisions appropriées pour rétablir la confiance. » Parce que c'est en dernière analyse les pays qui inspirent confiance ou pas. C'est quoi le seuil de zone rouge ou le seuil d'alerte sur le spread franco-allemand? On est à 70, 75. On peut dire c'est 100 points de base, c'est 120 points de base. Je ne vous dirai pas rien du tout. Je dirais simplement, comparons en permanence, non seulement avec les Allemands, mais ce n'est pas ça qui est le plus important, c'est avec d'autres nations qui elles-mêmes ont prouvé dans le passé une grande vulnérabilité et qui, heureusement pour elles, ne sont plus aussi vulnérables, mais qui, malheureusement pour nous, nous avons, si je puis dire, rattrapé en termes de vulnérabilité objective aujourd'hui. Donc nous sommes dans une situation qui appelle la plus grande vigilance. Oui. Vous avez connu beaucoup de crises en tant qu'ancien président de la Banque Centrale Européenne, avec le recul qui est le vôtre et l'expérience qui est la vôtre, vous redoutez ou pas une crise de la dette en France? Ou est-ce que ceux qui disent ça jouent à se faire peur ou c'est pas du domaine de l'impossible? C'est tout simple. Hein. Appliquons les programmes qui ont été présentés aux Français et malheureusement, me semble-t-il, approuvés par un certain nombre d'entre eux, même ceux qui, a priori, n'étaient pas du tout en faveur de tels programmes. Je pense en particulier aux sociodémocrates français. Appliquons ces programmes et on aura effectivement la pire des situations avec, comme on l'a déjà dit, l'obligation, soit sous la pression des marchés, avec l'épée dans les reins par les marchés, soit sous la pression de notre propre peuple qui dira « mais non, ne continuez pas comme ça ». Nous aurons à changer dramatiquement. Même le programme RN qui a été largement remanié, en tout cas avec beaucoup de conditionnalités. Tous les programmes à mes yeux. Tous les programmes à mes yeux, parce que tous, avec plus ou moins de, comment dirais-je, d'énergie négative, vont dans le mauvais sens. Nous n'avons aucune marge de manœuvre. 5,5% de déficit public. Certains disent que l'heure de vérité pour la France, ce sera le budget 2025. D'autant qu'on s'est engagé sur 5,1%. Les heures de vérité, vous en avez sans arrêt. Il y a non seulement évidemment le budget, mais il y a aussi beaucoup d'autres décisions, et notamment toutes les décisions qui risquent d'affaiblir notre compétitivité, et notamment notre compétitivité coût. Cela est très très grave. Nous sommes dans une mauvaise situation aussi sur le plan des comptes externes. Bref, encore une fois, nous n'avons aucune espèce de marge de manœuvre. Mais ça, dans mon analyse. Ouais. Mais ça, les Français ne le comprennent pas. Ils ont vu le quoi qu'il en coûte, ils ont vu l'argent couler à flot, entre guillemets, l'argent public pour, pendant le Covid, pour sauver les entreprises. Et personne à l'époque n'a élevé la voix pour dire qu'il ne fallait pas le faire. Les boucliers tarifaires sur le gaz, sur l'électricité, quand au moment de la crise de la guerre en Ukraine, tout d'un coup on leur dit il n'y a plus de marge de manœuvre. À chaque fois on en a trouvé. Qu'est-ce qu'on leur dit? Tant que il y avait aussi des marges de manœuvre extraordinaires en Grèce, avant Lehman Brothers, et même après Lehman Brothers, avant la crise des risques souverains européennes, c'est-à-dire avant 2010. En 2009, pas des marges de manœuvre considérables. On pouvait continuer, une fois qu'on a fait tous les comptes, à avoir 15% du produit intérieur brut de déficit budgétaire en Grèce et 15% de déficit du commerce extérieur. Et puis à un moment, tout d'un coup, si vous voulez, il suffit d'un déclenchement qui peut être d'ailleurs domestique, qui peut être européen. C'était le maquillage des comptes. Qui peut être externe. C'était le maquillage des comptes en Grèce. Oui, mais même compte non maquillés, on avait évidemment des chiffres qui étaient horribles en Grèce. Compte non maquillés, c'était ces 15% que je viens d'évoquer. Et puis c'est la même chose, bien entendu, pour l'Italie, l'Espagne et l'Irlande. Donc tout à coup, l'Irlande et le Portugal. Bien sûr, c'est comme ça que les choses se font. Hein. Une crise, si vous voulez, c'est ignorer jusqu'au moment où il y a un déclenchement. Donc je ne
n'identifie pas un déclenchement particulier, si vous voulez, un événement particulier qui déclencherait, mais je dis simplement, quand on est dans une situation de grande vulnérabilité relative, et nous sommes effectivement très très vulnérables pour les raisons d'encours de dette en proportion du PIB, pour des raisons de déficit budgétaire, vous venez d'évoquer vous-même le chiffre de 5,5%, et pour des raisons de déficit... Là où la zone euro, hors France, est à 2,5% sur bon de le rappeler. Et pour des raisons de déficit externe aussi. Bref, notre pays n'a aucune marge de manœuvre. Mais la dette française est toujours bankable. Je veux dire, la dette française, elle attire toujours, même si elle a été dégradée, même si, quand il y a des adjudications, on en a eu une la semaine dernière. Bien sûr, les investisseurs étrangers, internationaux courent sur la dette française. Bien entendu, mais vous vous félicitez du fait que nous ayons en effet une dette qui fonctionne, qui est vendable, comme vous dites, bancable. La dette française est toujours bankable aujourd'hui. Mais bien sûr, évidemment. La preuve d'ailleurs, c'est que vous pouvez voir les spreads en question, les marges en question, monter et descendre, et les comparer avec ce qui est comparable. Mais j'ai déjà dit que nous n'étions absolument pas dans la même catégorie, nous ne boxions absolument pas dans la même catégorie que l'Espagne et le Portugal. Aujourd'hui, on y est. Eh bien, aujourd'hui, apparemment, dans le jugement, si vous voulez, de l'ensemble des investisseurs et des épargnants mondiaux, nous sommes... La France s'endette à peu près au même niveau que le Portugal. Nous sommes à peu près dans la même catégorie, ce qui n'est pas acceptable, et indépendamment, si vous voulez, de toute autre considération. Donc, prétendre que la situation n'est pas grave est, à mon avis, une grande supercherie. Et bien entendu, je ne dis pas non plus que la dette française n'est pas vendable internationalement. Elle est évidemment vendable internationalement. Mais il faut se projeter un tout petit peu dans l'avenir et voir ce que donneraient les décisions les plus catastrophiques. Et bien justement, Jean-Claude Trichet, on se projette un tout petit peu en cas de tension. Alors je sais pas, je fais le distinguo entre tension et panique, c'est pas la même chose sur les taux souverains français dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Certains disent, mais tout ira bien, la Banque Centrale Européenne volera au secours de la France, achètera de la dette de la France. Ça, je vous connais, après ces quelques années, vous n'y croyez pas. Écoutez, d'abord, moi je ne me place pas dans cette hypothèse-là. Nous sommes une grande démocratie. Nous avons eu le temps de réfléchir quand même, avant le premier tour, entre les deux tours. Je ne pense pas que nous puissions avoir un nouveau gouvernement qui ferait les bêtises qu'il ne faut absolument pas faire. Donc mon hypothèse de travail, ce n'est évidemment pas que nous nous engagerions dans une voie qui nous ferait perdre rapidement, c'est votre hypothèse de travail, si je comprends bien, la confiance, non seulement d'ailleurs des épargnants internationaux, de nos confrères européens. Vous n'imaginez pas ce scénario-là? Non, je ne l'imagine pas. Mais s'il devait se produire. Non, l'expérience m'a montré qu'avec des si, on crée les événements. En tout cas, c'est peut-être un peu présomptueux de ma part, parce que je me replace dans l'hypothèse, si vous voulez, où j'étais quand j'avais les responsabilités de la Banque Centrale Européenne. Mais non, je ne vais pas entrer dans cette hypothèse-là avec vous. Tout ce que je peux faire, c'est me référer à ce que j'ai connu moi-même, en effet, à un moment, alors que tout allait pas trop mal aux yeux de beaucoup de turiféraires des politiques menées par l'Espagne, l'Italie, l'Irlande, le Portugal, la Grèce. À un moment, tout d'un coup, les choses changent. Les choses changent parce que les marchés eux-mêmes perçoivent qu'il y a en effet des anomalies dans les positions des uns et des autres. Et tout d'un coup, vous avez en effet le début d'une crise. Alors quand il y a le début d'une crise, c'est ce que j'ai moi-même vécu, si vous voulez, de 2010 à fin 2011. Ce sont des situations dramatiques. Ce sont des situations dramatiques pour les gouvernements concernés et ce sont des situations dramatiques pour l'ensemble des Européens. Et à ce moment-là, vous avez créé le programme SMP, après il y a eu le programme OMT, il y a eu plein de programmes. Et là, je vais poser la question différemment, sans se placer dans cette configuration dramatique. Mais il y a aujourd'hui un programme de rachat d'actifs qui a été créé en 2022. Je crois que c'est printemps 2022, qu'on appelle le TPI, Transmission Protection Instrument, je le fais avec l'accent anglais. Absolument. Qui n'a jamais été activé. Vous avez un très bon accent. Qui n'a jamais été activé et dont la BCE pourrait se servir en théorie pour calmer les tensions sur la dette française. Programme, je le rappelle, et je vais vous laisser parler, qui est conditionné. C'est pas comme ça, mais voilà, il y a quand même un programme qui existe qui pourrait aider la France, potentiellement. Écoutez, encore une fois, il n'a pas été créé avec dans l'idée que ce serait pour aider la France. Ça, c'est vrai, ça.
Et aider la France alors que c'est elle-même qui décide de se porter préjudice de manière ostensible et notoire aux yeux du monde entier, ça n'a pas tellement de sens. On aide la France lorsque elle-même, elle fait en sorte de sortir de la difficulté dans laquelle elle s'est placée. C'est ce que j'ai observé moi-même, c'est ce que j'ai fait. J'ai beaucoup soutenu l'Espagne et l'Italie, mais l'Espagne et l'Italie prenaient des mesures pour redresser la confiance dans leur signature. On n'aide pas ceux qui creusent leur trou. Donc l'idée selon laquelle on lance des opérations catastrophiques, ensuite on constate qu'elles sont réellement catastrophiques, et enfin on demande de l'aide sans rien faire, est absurde, naturellement. Bon. Absurde. En tout cas, ce programme, il existe. Le programme existe. Il existe, et il si est conditionné. Il faut expliquer qu'il est conditionné. Et si jamais quelques pays que ce soit, pour des raisons qui seraient anormales, si vous voulez, seraient soumis à spéculation, je dis bien pour des raisons anormales, c'était la théorie du SMP. Ouais. Il y a eu une crise financière mondiale abominable, elle se répercute dans les signatures publiques. Ces spéculations ne sont pas justifiées fondamentalement. La Banque centrale vient avec le SMP, qui est effectivement un peu l'équivalent de ce nouveau mécanisme. Ouais. Elle vient à leur secours, mais bien entendu, la Banque centrale européenne ne va pas prendre le risque elle-même, et je ne l'ai pas pris moi-même, de défendre un pays qui ne se défend pas lui-même. La première des choses, c'est d'être sûr que l'on gagne contre une spéculation. Et pour gagner contre une spéculation, il faut que toutes les forces qui sont décisives s'y mettent. Ouais. Donc le pays X, parce que je ne dis pas que c'est la France, le pays X qui serait dans cette situation anormale de spéculation, devrait donner de la manière la plus crédible possible tous les signes montrant qu'il se défend lui-même. Et bien entendu, la Banque centrale européenne peut le défendre à condition qu'il donne ses signes. Ça va de soi. La conditionnalité sur le TPI de la BCE, c'est de ne pas être sous procédure pour déficit excessif. La France y est, donc déjà c'est dit. Et puis la conditionnalité, c'est que le pays s'engage sur un strict programme de rétablissement de ses finances publiques. Donc il n'y a pas d'automaticité sur ce programme, encore une fois, TPI, inventé en 2022, qui n'a jamais été utilisé jusqu'à présent, mais qui potentiellement peut venir en aide aux pays qui sont attaqués. Vous avez résumé les choses. Voilà. Bon, on se quitte là-dessus. À la veille du second tour, le message que l'ancien président de la Banque centrale européenne a envie de faire passer. Écoutez, j'ai un message en tant que citoyen français. C'est la première fois d'ailleurs que je m'engage vraiment, si vous voulez, avant le premier tour, entre les deux tours. Donc en tant que citoyen, je souhaite ardemment que nous n'ayons pas de majorité absolue pour cette formation qui semble être proche de la majorité absolue, à savoir le Rassemblement national, et bien entendu pas d'autres majorités absolues, y compris pour le nouveau Front populaire. Et j'espère ardemment que le bloc du centre pourra s'élargir suffisamment du côté des républicains, si je puis dire, de la droite républicaine. C'est la stratégie politique. Et de la gauche républicaine, c'est-à-dire en gros des sociodémocrates. C'est la stratégie politique d'Emmanuel Macron, ça, aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la stratégie du président, mais en tout cas, c'est ce que, en tant que citoyen, je souhaite ardemment, en particulier, évidemment, pour des raisons politiques. Et il y a des relents d'antisémitisme et à l'extrême gauche et à droite, et à l'extrême droite, évidemment, et aussi parce que, sur le plan économique, financier, monétaire, s'agissant d'un très grand pays au sein de la zone euro, c'est évidemment la meilleure solution, la solution la plus sage et la solution qui, en dernière analyse, protège le mieux nos concitoyens les plus défavorisés, les plus vulnérables. Et qui évite le saut dans l'inconnu et l'aventure. C'est vous qui avez conclu. Merci pour cet entretien avec vous, Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci.